La bataille de Kupiansk leur a certainement redonné du courage. On en parlait déjà la semaine dernière. Les Ukrainiens n'ont pas perdu la ville, même s'ils ne l'ont pas évidemment récupérée entièrement. On va y revenir. Mais d'abord, je voudrais que vous écoutiez cet homme. Il est à Konstantinivka. Je ne crois pas au cessez-le-feu. Ce ne sont que des paroles en l'air. Je voudrais qu'il y ait la paix. Et comme les Russes veulent que nous quittions la région de Donetsk, je pense que cela n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce que nous sommes ici depuis 4 ans maintenant. Et ce serait stupide de tout abandonner après avoir perdu tant de gars. Cela n'a aucun sens, je ne vois pas l'intérêt de tout abandonner. Chacun d'entre nous comprend que si tout s'arrête, si tout se fiche, se calme, alors nous comprenons que cela ne durera pas. Pourquoi ? Parce que Poutine rassemblera davantage de forces, se regroupera et passera à l'action. Gwen, le courage au maximum, hein. La rage de vaincre, on le voit chez les soldats. Oui, et surtout, et on le voit dans cette interview, il y a une grande concentration et souvent un flegme avec les soldats ukrainiens, même sur des fronts extrêmement compliqués, sur des secteurs où ils perdent des gens, où il y a beaucoup de blessés. Ils ont toujours cette espèce de stoïcisme où ils restent concentrés à leur tâche et ils vous disent ce qu'ils pensent sur le cessez-le-feu. Une immense majorité des soldats pensent comme lui. Personne n'y croit. Personne en Ukraine ne pense que Vladimir Poutine a une réelle volonté de cesser le feu, donc eux ils sont concentrés et ils sont ils font ce qu'ils ont à faire. Alors on va le voir au cours de cette émission qu'effectivement les trois armées, pour ce qui concerne les trois armées, on fera le point sur chacune de ces armées pour finir évidemment à Miami, puisque c'est à Miami que tout se décide en ce moment. Nouveau round de négociations, on y reviendra en fin d'émission. Je parlais de Kupiansk tout à l'heure en disant que ça leur avait certainement redonné du courage. Vous savez, cette contre-offensive dont on vous a beaucoup parlé. On voit bien que cette bataille de Kupiansk agace profondément Vladimir Poutine. Pourquoi ? Parce qu'hier, il a réagi à cette vidéo qu'on vous montrait la semaine dernière. Vous savez, cette vidéo de Volodymyr Zelensky qui était allé très très près du front pour dire non, les Russes n'occupent pas la ville, pour démontrer que ses troupes étaient toujours là. Eh bien, écoutez Vladimir Poutine hier lors de cette fameuse grande émission annuelle. Je pense que Zelensky est un acteur, un artiste, un comédien très talentueux. Il n'y a rien d'extraordinaire dans cette mise en scène. La stèle avec laquelle il s'affiche est à 1 kilomètre de la ville. À quoi ça sert de s'afficher devant le seuil d'une maison ? Autant y rentrer. Donc s'il tient vraiment Kupiansk, qu'il y rentre. Alors déjà, je relève simplement que jusqu'à présent, Volodymyr Zelensky était un clown dans les mots de Poutine. Là, c'est un comédien très talentueux, manifestement, Vincent. Promotion inattendue. On est donc effectivement passé du clown tragique au comédien talentueux. Alors, en revanche, si Zelensky est un comédien de grand talent, Poutine est un fiefé mauvais joueur. Puisque sur un registre très soviétique au fond, il dénie à Zelensky la possibilité de se être rendu, alors en lisière de la ville, banlieue sud-ouest, mais c'est le genre d'audace dont il a été assez chiche en ce qui le concerne jusqu'à maintenant. Vous savez, ce genre de déclaration me rappelle la formule terrible de Bertolt Brecht, le dramaturge allemand, qui ironiquement un jour a écrit « Puisque le parti et le peuple sont en désaccord, il nous reste à dissoudre le peuple ». Et là, en l'occurrence, dans la version poutinienne, ce que l'on dissout, ce n'est pas le peuple, même s'il y travaille, ce que l'on dissout, c'est la vérité. Et si vous voulez, il y a une formule aussi dans ce grand barnum de plus de 4 heures dont il a été question sur ce plateau depuis hier, donc cette conférence de presse annuelle. Il a une formule extraordinaire, il dit, mais ça c'est pavlovien, il le dit à chaque fois qu'il prend la parole, nous progressons partout. Alors je dirais oui, partout, sauf dans le dévoilement de la vérité des faits. Ça, il n'y a pas beaucoup de progrès de ce côté-là. Mais il essaye, on le voit, de mettre les rieurs de son côté, de tourner en dérision. Enfin, n'oublions pas quand même que l'un de ses idéologues favoris a défini l'Ukraine récemment comme un avorton.
Nous avons donc, comme un pays avorté, nous avons donc un avorton qui, depuis 4 ans maintenant, tient tête à, paraît-il, la 2e armée du monde. Donc on peut comprendre son irritation assez mal dissimulée derrière ce trait d'esprit approximatif. Alors justement, moi je voulais demander à Jérôme Garraud, qui y était à cette conférence de presse, qui a d'ailleurs posé une question sur notre ami et concitoyen Laurent Vinatier. Je voulais demander à Jérôme justement pourquoi il est si agacé. Est-ce qu'il est réellement très agacé par cette bataille de Kupiansk qu'il n'arrive pas à solder, Jérôme? Bonsoir, alors vous savez, Kupiansk incarne ici d'abord la ville ukrainienne fermement tenue par l'armée russe en 2022, du moins pensait-on, puisque c'est cette ville qui a été reprise par l'armée ukrainienne au moment de la contre-offensive, vous savez, à l'été 2022. Donc Kupiansk a été synonyme d'un échec assez cuisant à ce moment-là. Et puis ce n'est pas n'importe quelle ville. C'est un centre logistique, un nœud logistique comme on dit, qui permet d'ouvrir sur le nord du Donbass. Donc c'est un point très important pour Vladimir qui traîne en longueur, si je puis dire, depuis maintenant presque 3 ans. Alors le président russe hier, pendant cette conférence de presse, a abordé différents sujets, dont celui de Kupiansk, mais sans colère apparente. Il n'a pas élevé la voix par exemple, et plutôt gardé une attitude fermée, voire obtuse, en expliquant, en balayant d'un revers de la main toutes les preuves contraires sur le sort de Kupiansk, en se moquant de Volodymyr Zelensky ou en expliquant que la résistance ukrainienne était beaucoup moindre que celle qui est annoncée. C'est un sujet finalement qui était traité avec davantage de cynisme ou d'ironie par le président russe. Ce qui veut sans doute dire pas mal de choses. Merci beaucoup à Jérôme Garraud. Amiral, en fait, Kupiansk est en train de devenir le symbole du mal qu'ont les Russes à tenir la ligne, finalement. Oui, c'est assez symbolique. 4 ans de guerre, donc les 2 armées ont fait des progrès. L'armée russe, qui est partie un peu comme l'armée de Bourbaki en février 2022, mais qui a fait beaucoup de progrès. Mais l'armée ukrainienne a toujours un temps d'avance. Et particulièrement dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la façon de combattre, dans les délégations qui sont données sur le terrain. Moi, je ne vais pas sur le terrain comme Gwendoline, mais je pense que là, ce delta, ce gap, est toujours maintenu. Dans la réaction qu'a eu Poutine, il n'est pas impossible que son entourage lui cache un certain nombre de vérités. On est quand même dans une dictature où celui qui élève la voix a de fortes chances de partir au goulag. Mais en même temps, ce genre de réaction, c'est celui d'un dictateur qui cherche toutes les armes. Il y a la dérision. Il y a la désinformation, ça ne marche pas avec les Ukrainiens, mais la dérision, c'est la énième arbalète qu'il essaie de tirer sur Zelensky. Allez-y, Gwen. D'autant que sur Kupiansk, effectivement, le jour où c'est Gerasimov qui dit j'étais en Ukraine à ce moment-là, c'était un peu plus d'1 mois, qui dit on a repris Kupiansk, il dit aussi et il y a 15 bataillons ukrainiens qui sont complètement bloqués. En fait, le jour où il dit ça, c'est les bataillons russes qui se retrouvent bloqués dans la ville, parce qu'en fait les Ukrainiens, ça a été compliqué. Kupiansk, c'est une vraie contre-offensive réussie parce qu'ils ont aussi un peu changé leur mode de commandement, parce qu'il y a des soucis dans l'armée ukrainienne aussi, et ils ont monté très patiemment pendant des mois, assez secrètement, une opération qui visait à couper les voies d'approvisionnement des Russes dans la ville de Kupiansk. Et à un moment donné, les Russes, et maintenant la poche est quasiment fermée, il y a des Russes dans Kupiansk, mais ils ne peuvent plus sortir de la ville. Donc là, les Ukrainiens progressent et les voies logistiques des Russes sont coupées. Ça faisait longtemps que les Ukrainiens n'étaient pas parvenus à faire ça. Et effectivement, c'est pas certain que le rapport qu'a fait Gerasimov ait été tout à fait juste auprès de son chef. On se posait la question la semaine dernière, d'ailleurs, Vincent, à ce sujet-là. Absolument. On se demandait si Poutine était vraiment au courant de tout ou pas. Et ce matin, là, au jour d'aujourd'hui, apparemment, il y a des opérations de nettoyage très sévères à Kupiansk, qui mettent les Russes un peu plus en difficulté. Ce qui a changé aussi, pour compléter les propos de Gwendoline, c'est la configuration des groupements opérationnels de combat, où on a une forme hybride entre unité classique et injection de forces spéciales. Là, on a notamment la 13e brigade opérationnelle, le 475e régiment d'assaut, la 92e brigade d'assaut, et sont des unités qui ont été particulièrement entraînés au combat urbain et à la reprise de ce type de localité. Et pour revenir à l'image de Zelensky tout à l'heure, je pense que c'est l'une des 2-3 images de ce conflit, certainement, qui va peut-être changer la donne, parce qu'il montre l'exemple, il redonne du courage à tout le monde, et je ne suis pas certain, in fine,
qu'il n'ait pas aussi gagné du respect auprès de Poutine. Alors, c'est exactement là que je voulais en venir, parce que c'est une guerre d'image, incontestablement, au-delà de la guerre sanglante, abominable, qui est en train de se jouer sur ce terrain-là. Une guerre d'image où chacun va essayer d'avoir le narratif qui va le servir, évidemment. Gardons quand même en tête qu'il y a Miami, les négociations en cours à Miami. Je voudrais que vous écoutiez justement les Russes, encore une fois, cette semaine, Belousov en l'occurrence, qui dit bien « Oui, c'est nous, on contrôle Kupiansk ». Écoutez. Plus de 300 localités et plus de 6000 km² de territoire ont été libérés en un an. Cela représente un tiers de plus que les chiffres de l'année dernière. De plus, le rythme d'avancement des groupes de troupes Est, Centre et Ouest a augmenté 1,5 fois à 2 fois par rapport à 2024. Alors, allez-y Vincent. Moi, je souhaite émettre une autre hypothèse. Encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse. Je ne crois pas qu'à ce stade, Poutine soit fourvoyé par son entourage. Je crois qu'il feint de ne pas savoir. Et j'en veux pour preuve, et c'est la dernière livraison de l'Institut pour l'étude de la guerre qui le souligne ce matin, qu'en réalité, le triomphalisme affiché par Poutine va au-delà des déclarations de Valéry Gerasimov, chef d'état-major, au-delà d'autres déclarations du même Andrei Belousov, qu'on vient d'entendre, notamment sur le cas de Liman, dans l'oblast de Donetsk, et également sur le cas de Vovchansk, une autre position convoitée, cette fois-ci dans l'oblast de Kharkiv. C'est-à-dire que, en réalité, même si vous regardez la production récente des blogueurs militaires, par définition inféodés, plus ou moins, au Kremlin, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus dans la retenue que, encore une fois, ce triomphalisme affiché par Poutine. Mais évidemment, personne ne va prendre le risque, pour la raison que l'amiral évoquait à l'instant, de contredire, en tout cas publiquement, le diagnostic posé par Sa Majesté. Alors, il ne faut pas être naïf non plus. Gwen, vous qui êtes sur le terrain en permanence, les Russes ont besoin d'un narratif, notamment vis-à-vis des Américains, qui jusqu'à présent a l'air d'avoir plutôt bien fonctionné. On en a fait pas mal d'émissions. Les Ukrainiens aussi ont besoin d'un narratif. Donc c'est vrai qu'ils jouent beaucoup la carte de la communication de ce point de vue-là. Oui, puis c'était important de montrer que les Ukrainiens étaient aussi capables de monter une contre-offensive. C'est pas que de la communication, c'est aussi de montrer qu'on a des capacités, on peut se réorganiser, on peut encore monter des opérations qui fonctionnent, parce que c'est quand même extrêmement difficile aujourd'hui pour les Ukrainiens. Il y a une ville dans l'oblast de Donetsk, Siversk, où les Ukrainiens ont le plus grand mal à contenir les forces russes. Zaporijjia, c'est extrêmement compliqué. J'étais il y a un mois, pour les Ukrainiens, c'est la même chose. Donc, il y a effectivement un besoin de narratif, c'est sûr, et pour la population ukrainienne, c'est très important, mais il y a aussi besoin, je pense, de montrer qu'on est capable de se réformer, de prendre en compte le retour d'expérience et d'arriver à monter des opérations.